Tu as raison, prends des forces, Justine. Bienvenue à toi, Justine. Et d'abord, bravo. On est en conférence de presse, donc on va revenir un peu sur ta course, forcément. On va revenir d'abord peut-être sur ce problème de grand voile. Tu nous en as pas parlé. Pourquoi ? Parce que c'est la compète jusqu'au bout ou parce que tu n'avais peut-être pas le temps non plus d'en parler ? Prends le micro. Oui, parce que c'est la compétition jusqu'au bout et puis parce que voilà, la grand voile, elle a cassé hier en fin de journée. Donc voilà, on s'est dit avec mon équipe, de toute manière, on n'avait pas vraiment le temps de réparer. Et puis j'arrivais à continuer de l'utiliser, à peu près normalement. Donc voilà, ça n'a pas changé grand-chose sur ma fin de course. Ouais. On va revenir aussi sur tes avaries. Tu en as eu quelques-unes, mais comme finalement tous les skippers. Qu'est-ce qui peut-être t'a posé le plus de problèmes ? C'est vrai que j'ai eu une assez grosse avarie dont on n'a pas trop parlé non plus, mais en fait dans le gros front qui me permet de distancer Samantha Davis et Clarisse Kremer, je perds mes 2 aériens de tête. Et quand j'essaye d'installer mes aériens de pont, j'en ai qu'un seul qui fonctionne et qui me donne des infos correctes. Donc en fait, j'ai fait quasiment un demi-tour du monde avec des informations devant que d'un côté. Donc ça veut dire que de l'autre côté, on ne peut pas utiliser le pilote automatique qui fonctionne avec l'angle du vent. On est en mode compas, donc il va juste suivre un angle et aller à peu près tout droit. Il y a quelques paramètres sur lesquels on peut le faire jouer un peu aussi. Mais du coup, c'est beaucoup moins reposant. Et puis du coup, d'un côté, on ne sait pas non plus vraiment quelle est la force du vent, quel est l'angle du vent. Etc. Donc ça rend les choses un peu moins simples aussi. Et alors justement, comment on s'adapte pendant plus de la moitié d'un tour du monde ? Du coup, on se dit que de toute manière, il faut faire avec. Voilà, j'aurais pu faire le choix aussi de le changer d'un côté ou de l'autre, mais on peut le faire que dans des conditions très calmes parce qu'il y a de la connectique, il y a de l'électronique, donc il ne faut pas que que les prises soient mouillées. Ça fait toujours des manipulations de matériel, donc on a fait le choix avec mon équipe de le laisser du côté où il était celui qui le fonctionnait. Juste sur la fin de course, j'ai fait quelques switches. Mais voilà, du coup, il y a des fois où, du coup, par rapport à la force du vent et la direction du vent, la meilleure référence qu'on a, c'est les fichiers météo. Donc des fois, c'est grâce à ça qu'on sait à peu près quel est le bon moment pour faire un changement de voile ou autre. Et puis après, il y a des fois où on regarde un peu l'état de mer. On utilise un peu plus les sensations aussi que ce qu'on fait quand on a les chiffres. Et puis le bon sens marin. Alors justement, puisque tu parles des conditions, on va y revenir sur ces conditions, parce qu'elles n'ont pas été simples pendant ces 76 jours de course. Est-ce que tu as quand même, malgré tout, réussi à profiter de ce tour du monde ? Ce premier tour du monde pour toi, dans le Vendée Globe tout du moins. Ouais, je pense que j'ai beaucoup profité toute la descente, tout l'Atlantique, la descente, et puis même dans les mers du Sud, je me suis sentie plutôt à l'aise. J'ai l'impression d'avoir bien géré mon bateau, plutôt bien géré ma stratégie aussi. Après, c'est vrai que la remontée de l'Atlantique, elle a été bien copieuse pour moi et mon groupe. On a fait quasiment que du près, dans des conditions qui étaient souvent dures, dans des conditions très dures encore ces derniers jours. En tout cas, dans les conditions les plus fortes que moi j'ai eues sur le tour du monde. Donc l'Atlantique, il a été pas simple à remonter. Et là, j'ai eu moins de plaisir sur cette partie-là. Une course, évidemment, que tu n'as pas faite seule. Tu étais souvent au coude à coude avec d'autres. C'est quoi ? C'est une pression ? Ça rassure d'être avec d'autres ? Il y a les deux, je pense. Pendant la course, c'est chouette. Ça nous fait souvent un peu de match. Ça permet d'avoir des comparatifs en vitesse, de savoir si on a fait un peu les bons coups ou pas. Parce qu'il y a souvent, même si on est proche, tout le monde fait des petits décalages à droite à gauche. Et puis par contre, sur la fin de course, là, c'était plus la pression, typiquement aujourd'hui avec Sam. On se passerait bien du fait d'avoir un bateau aussi proche sur la fin de course. Mais voilà, c'est aussi chouette de continuer à régater aussi proche après 76 jours de course. C'est assez incroyable, donc voilà, mais j'avais peur qu'il me passe. Et en plus, aujourd'hui, les conditions, elles étaient vraiment très instables. Des fois, on allait à plus de 20 nœuds et des fois, on était complètement arrêté, donc c'était pas simple. On va revenir aussi sur le fait que, évidemment, tu es la première femme à boucler cette 10e édition. Qu'est-ce que ça représente pour toi, même si je sais que tu n'aimes pas forcément qu'on appuie sur ce sujet, mais c'est quoi comme symbolique pour toi ? Non, alors c'est vrai que sur le Vendée Globe, il n'y a pas de classement distinct. Je pense que ça a plus une valeur médiatique, symbolique. C'est sûr que pour mes sponsors, typiquement, c'est bien parce que voilà, ça va faire parler un peu plus du projet naturellement. Mais non, ce que je retiens surtout, c'est que je pense que c'est la première fois sur un Vendée Globe, on était 6 femmes. C'était déjà le cas sur l'édition précédente, mais c'était la première fois que là, il y avait autant de femmes avec des projets compétitifs. Je pense à Samantha, à Clarisse, qui sont vraiment pas très loin derrière, qui ont bien bataillé aussi pendant la course.
Donc voilà, c'est ça l'évolution qu'il faut remarquer. Et puis j'espère que ce sera le cas, que ça continuera dans cette direction-là pour la prochaine édition. Et puis il y a aussi Piper qu'on peut saluer, qui est là aussi, qui a été contrainte à l'abandon. Mais qui reviendra, évidemment, qui était là forcément pour t'accueillir. On l'a dit, il s'agit d'une conférence de presse. Par conséquent, eh bien, les micros vont circuler pour les journalistes présents. Messieurs, on vous écoute. Justine ? Bien fort, parce que le vent est un peu fort. Est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur le moment où tu as créé l'écart avec justement Sam et Clarisse Kremer? C'est un moment qui a été décisif pour toi pour faire le trou. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, nous expliquer Oui, donc en fait j'ai réussi à partir avec un fond et à rester dedans pendant plusieurs jours. C'est pas forcément moi qui l'ai choisi, c'est juste que j'étais au bon endroit, encore au bon endroit, à peu près au bon moment et avec un petit décalage juste. Je crois que Sam et Clarisse, elles devaient avoir 50 ou 60 000 de retard sur moi. Moi, elles étaient juste trop loin pour rattraper ce train-là. Après, je pense qu'elles étaient tristes de rater le train et moi, j'aurais bien été avec elles des fois parce que pendant 3 jours, j'ai quand même eu des conditions très fortes. Sur des angles assez serrés, des angles de reaching dans 40-45 nœuds, c'est vraiment des choses qu'on essaye d'éviter de faire avec nos bateaux si c'est possible. Et là, c'était impossible, il fallait naviguer à ces angles-là et dans ces conditions-là. Donc ça a été 3 jours vraiment pas très drôles, mais au final, ça a permis de creuser un écart vraiment très important et qui a été déterminant pour moi, effectivement, sur cette course. Oui, Justine ? Donc Lorraine Groller, Voiles et Voiliers. Je voulais revenir un peu sur ton bateau. C'est un bateau qui est difficile à vivre et c'est aussi le premier bateau de l'ancienne génération à arriver sur la ligne d'arrivée. À quel point tu as eu l'impression que ça... T'as peut-être un peu peiné par rapport aux autres bateaux, peut-être en vitesse ou sur les angles de vent? Oui, alors je pense que tous les IMOCA de cette génération-là, ils étaient moins réfléchis que les nouveaux bateaux en termes d'ergonomie, etc. Donc voilà, c'est sûr que c'est un bateau qui est pas forcément très confortable ou qui peut être amélioré, mais voilà, je pense qu'il y a clairement des moments où j'arrivais pas à avoir les mêmes vitesses de pointe ou les mêmes moyennes que les bateaux plus récents et voilà, des fois c'est 1 ou 2 nœuds d'écart, mais sur la durée ça fait la différence et au final ça s'accumule et ça crée des écarts en distance. Pierre-Antoine Préti, magazine Skippers. Tu étais la première à déchirer ton code 0 sur la descente de l'Atlantique. On était inquiets pour la remontée, mais finalement, tu n'as pas eu beaucoup à utiliser cette voile. Non, finalement, effectivement, il y a eu... Voilà, dans les mers du Sud, je savais que ça ne me manquerait pas trop. Ça m'a vraiment manqué la semaine où j'ai déchiré, parce que pendant une semaine, c'était du J0 et j'avais plus cette voile-là. Mais après ça, sur la remontée, il y a eu quelques transitions, etc. Ça m'a demandé de faire plus de changements de voile, parce que du coup, je devais jouer... entre mon grand Jenaker, le Masthead 0, et le Fro, qui est une voile plus petite, donc les 2 voiles qui sont autour. Donc c'est moins confortable parce que le J0 c'est souvent une bonne voile à tout faire que tu peux laisser, voilà, même si c'est pas l'optimal, ça fait bien le boulot pour pas mal de choses. Donc par contre moi, il y a pas mal de fois où j'ai dû du coup faire des changements supplémentaires et ça, voilà, on y laisse vite un petit peu d'énergie. Justine Perrine, du coup, on t'a vu pendant le Tour du Monde et même à l'arrivée concentrée tout le temps. On a vraiment l'impression que c'est comme ça que tu gères ta course, y compris sur un Tour du Monde dans la durée. Ouais, je me rends pas compte, c'est l'impression que je donne, mais oui, effectivement, il y a de la concentration. C'est vrai que sur un Vendée Globe, voilà, on a l'impression de ne pas pouvoir souvent se relâcher. Mais voilà, il y a quand même des moments où j'ai pris, où j'ai pris du temps, où j'ai appelé des proches, où j'ai écouté de la musique, où j'ai lu, où j'ai écouté des choses. Voilà, c'est sûr, peut-être moins que ce que font d'autres, mais chacun gère un peu à sa manière. On a des questions aussi en ligne. Oui, j'ai du son. Oui, effectivement, une question en ligne de Virginie Troussier pour Le Temps qui nous demande: Justine, est-ce que tu reviens transformée? Est-ce que quelque chose a changé en toi après ce Vendée Globe? Je ne sais pas si je reviens transformée, mais en tout cas, c'est vrai que quand on passe autant de temps en mer, c'est vraiment hyper riche, quoi, ce que je retiens. J'ai l'impression d'avoir encore progressé dans la maîtrise du bateau, de
de mieux le connaître, d'avoir appris plein de choses en stratégie. Et puis, j'ai quand même dû pas mal bricoler aussi, ce qui n'est pas forcément mon point fort. Donc, j'ai aussi pas mal progressé dans différents domaines de la préparation de bateaux pendant ce tour du monde. Et voilà, c'est intéressant. En tout cas, c'est toujours des expériences de gagner. La prochaine fois qu'il y a telle ou telle chose qui m'arrive ou telle situation météo qu'on va rencontrer, on aura tout de suite la réponse. Et c'est ce qui fait la richesse, je pense, de nos sports. C'est ce qui fait que Jean Le Cam, à 65 ans, il est toujours aussi compétitif. C'est que l'expérience, c'est vraiment déterminant et ça joue beaucoup dans son fait. Et c'est toujours... Moi, je sais que je fais ce sport-là aussi parce que j'ai l'impression de toujours pouvoir continuer à progresser, pouvoir apprendre des choses parce qu'on peut changer de bateau, on peut naviguer tout seul, à 2, à 15, dans plein d'endroits différents, sur plein de bateaux différents. Et c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, le Vendée Globe a contribué au fait que je puisse apprendre plein de choses. Donc ça m'a bien plu. Et justement, le Tour du Monde, tu avais l'expérience déjà du Tour du Monde en équipage. La différence que tu as pu trouver, en tout cas, comment tu l'as vécu en solitaire? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'était quand même ton premier tour en solitaire. Ouais, c'était mon premier tour solitaire. Il y a des fois où j'aurais bien aimé avoir les copains avec. C'est vrai que c'est chouette aussi de partager ces expériences avec du monde. Mais en tout cas, c'est sûr que les expériences en équipage, elles m'ont vraiment servi. En termes de situations rencontrées, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pu essayer de mieux anticiper, surtout sur la préparation de ce Tour du Monde. Et puis, quand on navigue aussi en équipage, on apprend vraiment au contact des telle ou telle personne parce qu'ils sont plus compétents que moi dans certaines choses ou parce qu'ils ont des manières de fonctionner qui sont intéressantes à certains moments. Donc c'est chouette aussi de pouvoir s'inspirer des uns et des autres. Oui, d'abord, bravo, vraiment, parce qu'on est très impressionnés. Moi, je complète un peu la question parce que l'expérience de l'équipage, est-ce que c'est ça qui fait que tu donnes l'impression de ne jamais lâcher et du coup, ça renforce ton tempérament. On a l'impression vraiment que l'expérience de l'équipage t'a effectivement beaucoup servi pour cela. C'est-à-dire que de temps en temps, en solitaire, j'imagine que on lève peut-être éventuellement un peu le pied. Toi, tu as fait comme si tu étais une équipière, ta propre équipière sur ton propre bateau, non? C'est sûr qu'en tout cas de naviguer en équipage sur des bateaux similaires, c'est sûr que quand on navigue en IMOCA à 4 personnes ou sur un tour du monde en équipage, le niveau de vitesse et de performance qu'on essaye de chercher, il est vraiment il est à 100%. Donc en tout cas, quand on a cette expérience-là, ça permet de tout seul savoir normalement qu'est-ce qu'on peut atteindre avec le bateau dans l'idéal. Donc c'est sûr que ça permet de mieux savoir où est vraiment le plein potentiel de la machine en tout cas. Allez, on poursuit les questions dans la salle. N'hésitez pas, chers journalistes qui nous suivaient par Zoom, à poser aussi vos questions. Oui, Justine, justement, par rapport à cette notion de performance, toi qui es une compétitrice, de vivre sur le Vendée Globe avec cette épée de Damoclès de la casse au-dessus de la tête tout le temps, est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé intéressant sportivement, confortable, inconfortable? Tu t'y es plus dans cette longue route où il ne faut pas casser et il faut d'abord arriver? Ouais, je pense que ce poids-là, moi je l'ai surtout senti sur la fin de la remontée de l'Atlantique. À ce moment-là, on sait que les bateaux commencent quand même à fatiguer, qu'il y a de l'usure et on aimerait avoir des conditions plus clémentes que ce que typiquement nous on a eu. On a eu des mers quand même très dures où le bateau il tape, où on a vraiment peur. On a vu, il y a eu quelques avaries de gréement. Toutes les pièces sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle. C'est vraiment ça qu'on redoute d'avoir une casse à ce niveau-là. Donc je pense que ça m'a un peu pesé sur les 10 derniers jours de course ou sur les moments de vent fort de la remontée de l'Atlantique. C'est une question qu'on pose généralement à la fin de la conférence, mais est-ce que tu as déjà une visibilité sur ce que tu vas faire dans les prochains mois? Est-ce que on sait que ton projet s'arrête après la Jacques Vabre? Est-ce que tu te vois revenir dans 4 ans? Est-ce que tu veux passer sur autre chose? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus?
Ouais, donc oui, effectivement, le projet Teamwork Team Snef continue sur l'année 2025 avec des courses en double et en équipage. Et en double, je courais avec Xavier Macaire, je crois qu'il a été assez présent sur les bulletins météo, etc. Pour la course. Donc ça va être chouette. Après, effectivement, le projet s'arrête et moi, j'ai eu quelques contacts, mais voilà, je m'étais dit que je me laissais jusqu'au début du printemps en réflexion parce que voilà, j'avais besoin de faire un premier Vendée Globe, voir comment j'allais le vivre avant de m'engager à repartir. Et puis après, voilà, une des choses que je sais que j'ai envie de faire justement, c'est de retourner sur l'Ocean Race parce que voilà, c'est vraiment une course qui me tient à cœur, à laquelle j'ai déjà participé 3 fois. Et effectivement, où c'est chouette de partager un tour du monde en équipage. Il y a toujours énormément d'apprentissage. On part généralement sur des bateaux neufs, donc tout le côté développement aussi, c'est un côté qui est intéressant. Tout le côté fiabilisation du bateau, essayer de trouver les manettes. C'est un côté qui m'intéresse bien aussi. Donc voilà, je sais que cette envie-là, je l'ai. Et puis pour la suite, c'est vrai que je me laisse encore le temps de réflexion. J'ai toujours bien aimé pouvoir aussi varier un petit peu les projets. Donc on verra. C'est ça, on verra, mais on va déjà te laisser profiter, Justine, de cette arrivée avec le public. Merci à toi d'avoir été avec nous. Bravo encore une fois pour cette 8e place. Merci beaucoup. Justine Métro, 8e de ce 10e Vendée Globe, première femme à boucler cette édition 2024-2025. Bravo, Justine.